Vous écoutez Taoui FM. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre émission spéciale territoriale 2013 en compagnie bien évidemment de Stéphane Antonin et de Teaiki Pihaouna. Merci Yannick. À J-4 maintenant du deuxième tour des territoriales, Taoui FM propose à ses auditeurs un nouvel et dernier entretien politique avec l'un des représentants du Tauera Wiratira, celui-là même qui est pressenti comme le futur ministre de l'économie, des finances et du budget, tout au moins si le mouvement Orange l'emporte le 5 mai au soir. Bonjour Nouéa Oloré. Bonjour. Et merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Lors de sa dernière conférence de presse, le président Floss a mis en garde contre une démobilisation des troupes, allant jusqu'à dire que le Tauera n'avait pas encore gagné. Alors, que redoutez-vous pour ce second tour ? On ne redoute rien de particulier. Par contre, effectivement, on est mobilisé depuis même l'annonce des résultats du premier tour, parce qu'une élection comme ça se gagne après la publication des résultats du second tour. Et donc, c'est vrai que les résultats du premier tour étaient très positifs pour le Tauera et les partis autonomistes qui l'ont rejoint dans cette proposition politique, mais le travail de terrain continue. On était à Moria hier soir, il y avait un peu plus de 800 personnes, donc on continue tous les soirs, parfois pendant la journée aussi au travers de déjeuners débats, à essayer de convaincre la population, les professionnels, les professions libérales de la pertinence de nos propositions en matière de redressement économique de la Polynésie. Tout de même, le recul du Tavini a surpris nombre d'observateurs. Comment l'analysez-vous ? Par le bilan qu'ils affichent après. C'est vrai que cette période a vu quelques successions de gouvernements, mais le Tavini a pu gouverner sur ces 9 dernières années quasiment un peu plus de 6 ans. Et donc il y a un vrai bilan qu'il faut assumer. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que très souvent le Tavini se mobilise beaucoup plus au second tour. Je pense que dans la constitution des listes aussi, il y a eu un certain nombre de déceptions au sein de je ne parle plus de l'UPLD, mais du Tavini, effectivement. Il y a un certain nombre de décisions et c'est la raison, je pense, pour laquelle on a vu une plus grande mobilisation du Tavini sur le terrain et je pense qu'ils espèrent regagner les voix qu'ils ont perdues au premier tour. Mais c'est surtout le bilan qui est catastrophique sur le plan économique, social et budgétaire. On a eu l'occasion de l'indiquer dans nos réunions publiques, à l'occasion des différents débats qui ont eu lieu sur les différents médias. Il y a un bilan qui est réellement catastrophique. Plus de 10 000 emplois perdus, tous les secteurs économiques au rouge, une détresse sociale qu'on n'a jamais vue en Polynésie. 28% des Polynésiens qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1600 francs par jour pour se nourrir, se vêtir, se loger. Donc c'est vraiment une pauvreté extrême qui s'installe. Et sur le plan budgétaire, un endettement qui va atteindre 100 milliards, des recettes douanières et fiscales qui ont baissé de près de 25 milliards, une quasi-impossibilité finalement maintenant de rembourser la dette. Peut-être pour la première fois, si les choses continuent de cette manière, le pays sera mis sous tutelle, ce qui sera vraiment une première depuis le vote du dernier statut d'autonomie. C'est tout à fait possible et c'est prévu par les textes. Mais je pense que quel que soit le gouvernement qui arrivera, je reste toujours au conditionnel, il y a vraiment un travail important de redressement des comptes publics. Je pense que chacun en est conscient. Maintenant, il y a la méthode. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des différences majeures entre les différentes propositions politiques qui s'affrontent pour ce deuxième tour. Quand le Tavini nous dit que finalement, c'est pas de sa faute, c'est la faute à l'État, puisque l'État aurait encore coupé le robinet. Il est clair que la métropole aujourd'hui n'a plus les moyens budgétaires qu'elle avait auparavant. Les recettes locales des entreprises sont en panne. Alors, comment comptez-vous faire pour redresser la barre ? Pour un gouvernement qui est en place, effectivement, dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute des prêteurs. Il y a quand même une responsabilité que les gouvernants, quels qu'ils soient, doivent prendre par rapport à leur bilan. Quand on voit finalement l'action du ministre de l'économie ou du vice-président en matière de redressement des comptes publics et dans le même temps le président du gouvernement qui ne cesse de solliciter l'inscription sur la liste des pays à décoloniser, qui ne cesse d'attaquer l'État, on peut comprendre aussi un agacement des autorités de Paris sur tous ces sujets. Je pense que l'État attend que la Polynésie prenne un certain nombre de décisions
responsable, non seulement sur le budget du pays, mais aussi sur la PSG. Et quand on voit les difficultés budgétaires auxquelles est confronté l'État aujourd'hui, et les décisions parfois impopulaires qui sont prises, je comprends aussi que l'État demande à l'ensemble de ces collectivités de partager aussi ce poids et de prendre aussi, au sein de chaque collectivité, des décisions qui ne sont jamais populaires. Donc le Taveni a une double pratique en fait. Ils essayent de prendre un certain nombre de décisions, ils ne vont pas au bout de ces décisions et dans le même temps, ils critiquent la France et ils demandent finalement, même s'ils ne le disent pas clairement, d'aller à l'indépendance, parce que le but de l'inscription sur la liste des pays à décoloniser quand même, c'est d'arriver en fin de compte à l'indépendance, qu'on le dise ou pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours sidéré. J'entendais le vice-président nous dire on a perdu 25 milliards de recettes fiscales et douanières, et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et la proposition, quelle est-elle? De supprimer l'intervention de l'État, qui est quand même le premier budget en Polynésie avec 180 milliards. Le premier devant le budget du pays, 135, et la PSG, 113 milliards à peu près. Donc quand on voit les difficultés auxquelles est confronté l'actuel gouvernement avec 25 milliards de pertes de recettes douanières et fiscales, finalement, l'idée que dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, on allait mieux se porter avec 180 milliards en moins, j'ai du mal à comprendre. Alors là, on parle quand même de petites guéguerres, parce que tous les propos que vous venez d'émettre, bon ça, ce sont des secrets polichinelles, tout le monde le sait, on revient, on ressasse. Maintenant, concrètement, vous êtes parti à la rencontre de la population, des quartiers, et qu'est-ce qui ressort entre la campagne et cette fois-ci bientôt le dernier tour? On voit la différence. C'est vrai qu'on a commencé cette campagne, non pas il y a quelques semaines à l'ouverture de la campagne officielle, mais depuis plus de 2 ans, avec l'élection présidentielle en 2012 et surtout les élections législatives, qui sont une élection importante, parce que c'est la première fois qu'on a 3 députés, et vraiment dans ce contexte, il faut avoir des députés, des parlementaires en capacité de défendre les intérêts de la collectivité polynésienne. Pour les législatives, c'est vrai que le taux de participation est bien moindre que celui des territoriales, mais on voyait finalement peu de personnes venir à ces réunions publiques. Je vais donner quelques exemples. On a fait la campagne pour les législatives, on était à Tautira, il devait y avoir 150 personnes. Pour cette campagne des territoriales, on était à 450 personnes. L'exemple le plus probant, c'est Uturoa. On avait un peu plus de 200 personnes à Uturoa. Cette fois-ci, on était plus de 1200 personnes qui sont venues. Donc on voit vraiment une mobilisation de la population. Et pour répondre concrètement à la question, ce que l'on ressent, puisque à chaque fois on rend la parole aux personnes qui sont présentes, ce que l'on ressent, c'est vraiment une détresse sociale majeure. Les questions sont essentiellement liées à ça. La perte d'emploi, la perte de revenus, la délinquance. On était à Tautira, justement, la baisse du nombre de lits d'hôpital de Taravao, les cas de suicide sur le week-end de Pâques. On a commencé la campagne à Veirao. Une infirmière était dans l'assistance et elle nous a posé la question, elle nous parlait de la difficulté qu'il ressentait, et elle nous indiquait qu'il y avait eu 6 tentatives de suicide, non 3 qui avaient réussi, sur le seul week-end de Pâques, donc sur la presqu'île. Et donc on voit cette difficulté, et ce qui est vraiment marquant pour des responsables politiques, c'est de voir finalement la désespérance de la jeunesse. On leur propose plus rien, ils n'ont pas d'ambition, pas de projet, on a l'impression que l'avenir est bouché. Et lorsque la jeunesse, finalement, ne voit pas son avenir, c'est toute la société qui doit se poser des questions sur son fonctionnement même. C'est pour ça que, durant la campagne, on a essayé de ne pas promettre monts et merveilles. On sait que la situation va être difficile. On sait aussi que l'actuel gouvernement, je sais que Tony Géros, Pierre Frébault ont essayé aussi de faire tout ce qu'ils pouvaient pour redresser la situation financière. On sait que ça va être difficile, et à chaque fois, on dit que la population devra faire des efforts, même si elle a le sentiment d'en avoir fait déjà beaucoup. Concernant les entreprises, on a choisi aussi de les rencontrer d'une manière différente.
il y a quelques années, c'était les socioprofessionnels au sein du Tawera qui organisaient des débats et finalement, on le voit maintenant, la société est plus ouverte. Le fait qu'il y ait eu une alternance politique fait que les entreprises souhaitent moins être marquées politiquement et c'est compréhensible. Et au travers de ces déjeuners-débats ou de ces dîners-débats, on en a organisé une vingtaine. On était à Moorea dans un restaurant de la place hier. Il devait y avoir un peu plus de 80 personnes. Et là, les questions portent effectivement sur l'économie, la fiscalité, la relance, le logement social. On voit que les chefs d'entreprise sont vraiment à bout et demandent des réponses concrètes. Et lorsqu'on parle de fiscalité, lorsqu'on dit qu'on va aménager la CST, demander plus de contributions à ceux qui gagnent plus en matière d'impôts sur les sociétés, aussi de faire des efforts, on voit qu'il y a une acceptation finalement de ça. Les gens veulent bien faire des efforts s'ils se disent qu'on a un vrai projet et qu'on a une vraie perspective de sortie de crise, parce que ça fait 9 ans maintenant et c'est long. Vos détracteurs vous reprochent notamment de faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Et donc, si on vous a bien compris, donc vous me confirmez, les 2 prochaines années vont être difficiles, douloureuses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cette douleur ? Elles vont être difficiles comme les 5 dernières ont été particulièrement difficiles parce que surtout, indépendamment des mesures que nous allons prendre, la sortie de crise prend du temps de toute manière. Les mesures fiscales que nous allons prendre vont principalement s'appliquer à partir de l'exercice 2014 et la situation de difficulté, elle est concrète, elle est actuelle. En matière de fiscalité, on a déjà indiqué quels étaient nos choix. On souhaite qu'il y ait davantage de solidarité dans la fiscalité polynésienne. Quand on compare notre fiscalité et les 4 grandes branches de la fiscalité, celles qui touchent les particuliers, le patrimoine, les entreprises et la consommation au sens large, on voit qu'il y a une sous-fiscalisation au niveau des revenus des particuliers. D'un facteur 4 à peu près. On n'a pas d'impôt sur le revenu en Polynésie, c'est vrai, mais en même temps, nous disons qu'on a une cherté de la vie qui est réelle en Polynésie. Les dernières études montrent qu'il y a un différentiel de l'ordre de 51% avec les prix en métropole, donc c'est une forme de fiscalité déguisée. C'est pour ça qu'on souhaite, sur le plan des revenus des particuliers, arriver à plus de solidarité. Je vais donner un exemple concret sur la CST qui est l'impôt sur le revenu finalement en Polynésie, mais qui touche aussi les revenus mobiliers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus fonciers. La tranche marginale supérieure est celle qui s'applique au salaire supérieur à 2 millions et elle est de 10%. En métropole, la taxation marginale est de 43%. Aux États-Unis, 39% taux fédéral, plus une taxation additionnelle selon les États. Même dans le Pacifique insulaire, à Fidji, le niveau de taxation marginale supérieure pour l'impôt sur les revenus est de l'ordre de 35%. En Polynésie, ce taux, comme je l'indiquais, marginal supérieur, est de 10% pour les revenus supérieurs à 2 millions. Donc on se dit que de ce point de vue-là, il y a vraiment une plus grande solidarité à mettre en place. Pourtant, cet argument n'est pas nouveau. On entend dire déjà depuis très longtemps que ceux qui touchent plus d'1 million, de 2 millions, ne participent pas suffisamment au travers de la CST. Alors pourquoi a-t-on mis autant de temps pour appliquer ce genre de mesures ? C'est la question que je me pose aussi. Parce que c'est vrai que la CST a été créée en 1995 avec la PSG, qui a vraiment été l'avancée sociale majeure de ces 20 dernières années. Et les taux ont évolué progressivement, mais on a vécu quand même une époque entre le début des années 90 et le début 2000 qui était quand même une époque de croissance, pas seulement en Polynésie, dans le reste du monde, assez fortement positive. Les recettes fiscales du pays à cette époque, dans le cadre de la mise en place de la TVA, étaient importantes. Donc il n'y avait finalement pas le sentiment de cette nécessité. On a changé complètement de contexte, non seulement depuis 2001, mais plus particulièrement depuis 2004. Et c'est à ce moment que les grandes réformes structurelles sur l'économie et l'administration en Polynésie auraient dû être prises. Nous, on est rentré dans le taoui. On est rentré dans l'instabilité. Ces propositions-là ont commencé à émerger à partir de 2006-2007. Aucun gouvernement, finalement, n'a pu les mettre en place. Et puis, il y a toujours ce côté impopulaire de toucher à la fiscalité. Et dans la mesure où on est resté pendant quand même un certain nombre d'années dans des contextes préélectoraux assez marqués, finalement, les différents gouvernants n'ont pas eu ce courage politique.
Là, on considère qu'on pourra réellement engager une réforme de l'économie polynésienne, y compris de la fiscalité, sur la base d'un soutien et d'une légitimité populaire forte, ce que permet ce nouveau mode de scrutin, mais surtout avec un vrai projet, non pas sur une mandature 5 ans, mais sur 10 ans et voire plus. C'est pour ça qu'on a construit un programme qui s'appelle Tahiti Nui 2025, avec une proposition et des projections sur les 12 prochaines années. Bon, admettons cette révision, par exemple, vous parliez, donc vous citiez des pays, 35%, 39%, d'autres pays beaucoup plus élevés. Imaginons que vous arrivez au pouvoir, vous comptez mettre ça en place. Maintenant, est-ce que vous avez quantifié, savoir quelle serait la marge de manœuvre, notamment dans cette mesure? Est-ce que ça a été fait? Alors, on a essayé de quantifier avec les données dont nous disposons. C'est vrai que dans le domaine fiscal, il y a une certaine opacité. Elle est compréhensible aussi. Concernant la CST, les simulations que nous faisons indiquent, on ne souhaite pas, j'ouvre la parenthèse, arriver à ces taux de taxation, 43%, parce que comme je le disais, on a une cherté de la vie qui constitue aussi une fiscalité déguisée. Donc on souhaite monter progressivement sur ces tranches les plus élevées, passer probablement à 15% pour la partie la plus haute, et puis finalement inscrire ces modifications dans le temps. Le problème qu'on a en Polynésie, pour la fiscalité, pour la PSG, ça se voit encore plus, c'est que finalement on ne prend pas suffisamment rapidement des décisions. On se retrouve finalement à devoir les prendre un peu en situation de dernier recours, avec des tensions extrêmes entre les partenaires sociaux, notamment s'agissant de la PSG. Finalement, tout l'enjeu de ces prochaines élections, quel que soit encore une fois le gouvernement qui arrivera au pouvoir, tout l'enjeu finalement c'est d'inscrire ces réformes dans la durée. C'est toujours plus acceptable pour la collectivité de voir ses niveaux de taxation, de voir l'organisation de sa protection sociale évoluer progressivement dans le temps. Ça permet aux acteurs économiques finalement de s'adapter plus facilement que d'attendre, et puis je le vois dans le cas du secteur de la santé, de se retrouver avec des déficits de l'ordre de 4 à 5 milliards qui se cumulent d'année en année, et puis de devoir prendre des décisions bien évidemment encore plus impopulaires au moment où on doit les prendre. Je déborde un peu du sujet que vous avez abordé, puisqu'on était sur la PSG. Le fait aussi que les particuliers déposent des recours quasiment systématiquement contre les lois de pays, le Conseil d'État les jugeant parfois au bout de 2 ans, conduit à des pertes pour la CPS qui dépassent parfois 2 milliards. Donc là aussi, il y a un vrai travail de fond juridique, celui-là, à engager pour faire en sorte que, indépendamment de ces décisions, qu'elles puissent se mettre en œuvre et qu'elles ne soient pas suspensives. C'est le cas, par exemple, des lois fiscales. Quitte à devoir rembourser ensuite ? Quitte à devoir rembourser ensuite, parce qu'on le voit dans le cas de la PSG, peu de décisions finalement ont été remises en question, puisqu'on va dans les mêmes réformes que l'ensemble des pays développés. Quand on voit par exemple l'âge moyen de départ à la retraite en 2011, il était d'un peu plus de 52 ans. Notre collectivité ne peut pas se permettre de voir les gens partir à la retraite à 52 ans. Le seul État qui a fait mieux ou pire, je ne sais pas quel terme employer que nous, c'est la Grèce. On voit la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc il y a aussi une responsabilisation de tous les acteurs économiques à avoir maintenant. Cette crise, je pense, a eu quand même je ne vais pas dire un effet positif, mais a fait prendre conscience, je pense, d'une manière un peu plus forte à l'ensemble des acteurs économiques la nécessité de se réformer. C'est vrai qu'on a changé d'époque. Le temps de la croissance économique de la fin des années 90 est vraiment révolu. On voit la situation de difficulté de tous les États dans le monde, avec les dettes, les situations budgétaires difficiles. On va devoir aussi, nous, être plus responsables et prendre des décisions, même si elles sont douloureuses parfois. Certains ont parlé de taxation, par exemple, éviter les taxes, de ne plus faire payer en taxes d'entrée, mais en taxes de sortie, ou notamment la mise en place d'une zone franche, et éventuellement, vous seriez dans ces idées-là ? Sur la réduction des droits d'entrée, c'est vrai que c'était la philosophie de la TVA. La TVA prévoyait effectivement le démantèlement des droits à l'entrée qui sont supportés par les entreprises avant même qu'elles ne commercialisent leurs produits, et donc constituaient un coût en matière de gestion de liquidité qui était bien évidemment répercuté sur les clients, et ce qui amenait à avoir un surcoût encore plus important. L'idée de la TVA, c'était effectivement de réduire ces droits, voire dans certains cas de les supprimer complètement, et d'avoir en sortie
aussi un taux de TVA qui a été progressif, dont la mise en place est faite progressivement entre 1995 et 2004. Le problème, c'est que ce schéma s'est interrompu en 2004. Parce que la situation budgétaire du pays était plus difficile. Et comme toujours, lorsque les gouvernants ont du mal à joindre les deux bouts, aller encore plus en avant dans cette réforme fiscale devient difficile, parce que ça veut dire perdre aussi dans l'immédiat des recettes douanières ou fiscales. Mais là aussi, pour répondre concrètement à votre question, oui, il faut continuer dans cette voie et faire en sorte que ces droits, puisque c'était la philosophie de la TVA, ces droits baissent davantage et qu'en contrepartie, la TVA soit relevée si ces droits baissaient. Le but finalement, c'est d'arriver quand même à des prix de sortie qui soient plus bas que ceux qui existent actuellement. Mais là aussi, et là j'ouvre encore une petite parenthèse, excusez-moi, ça devra se faire aussi dans le cadre d'une plus grande ouverture à la concurrence. Parce qu'on a un problème de ce point de vue en Polynésie. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi rapidement légiférer sur ce point, avoir un véritable droit de la concurrence en Polynésie et surtout mettre en place une autorité administrative indépendante. Un texte en effet qui a été bloqué, qui n'a pas abouti à l'Assemblée. Qui a été présenté effectivement et qui a été bloqué, c'est vrai, à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'on devra légiférer et voir un texte qui va mieux organiser la concurrence en Polynésie et surtout venir limiter les situations d'abus de position dominante. Et qui aura, selon vous, l'adhésion finalement de vos partenaires économiques ? Parce que c'est important, ça, quand même. Il y a une demande de beaucoup d'entreprises qui, dans un certain nombre de secteurs qui sont relativement dominés par quelques groupes, il y a une volonté de beaucoup de petits acteurs économiques de voir les choses s'éclaircir. Mais comme je le disais, une loi sur la concurrence, on peut la mettre en œuvre, mais il faut surtout les outils pour faire en sorte que ces prescriptions soient suivies. C'est la raison pour laquelle cette autorité administrative indépendante que le pays peut créer maintenant depuis la modification statutaire de 2011 constitue pour nous un outil important. C'est à deux sens. C'est d'abord la structure qui va permettre finalement de suivre concrètement l'avancée dans ce domaine. C'est une structure qui aura un pouvoir d'injonction aussi. Actuellement, quand un certain nombre de petites entreprises veulent se plaindre de situations, ils s'adressent à la direction des affaires économiques et la plupart du temps, ils utilisent la radio, ils appellent, ils font des articles dans les journaux. On souhaite organiser vraiment la concertation sur ça, organiser la discussion. C'est pour ça que cette autorité comprendra en son sein des représentants des secteurs économiques, des salariés, des consommateurs, pour faire en sorte que la discussion institutionnelle puisse avoir lieu dans un cadre bien défini. Et deuxièmement, cette autorité finalement aura la possibilité aura les outils pour suivre et pour voir concrètement sur des cas qui lui auront été signalés si les dispositions réglementaires sont appliquées ou non. Et c'est important, et j'en reviens à la question que vous posiez initialement, la baisse des droits et leur substitution par la TVA ne pourra se faire que s'il y a un contrôle sur ce processus. Voilà, parce que en l'absence de contrôle sur cette évolution, la tendance naturelle de tout acteur économique sera d'essayer de capter finalement le gain pour son propre compte. Alors je reste dans ce registre. Que savez-vous au jour d'aujourd'hui sur l'état de nos finances ? Alors certains prétendent qu'elles sont plus mal. Et enfin, une question un petit peu dans le prolongement. Si vous êtes confirmé donc à ce portefeuille, pouvez-vous nous dire quelle serait la première mesure, selon vous, qu'il faudrait prendre ? Alors, sur l'état des finances publiques, oui, il est catastrophique. Comme je le disais, la dette va approcher les 100 milliards de francs pacifiques. Alors, sur le montant lui-même de la dette, le montant n'est pas, il n'est pas important d'un point de vue structurel, puisque rapporté au produit intérieur brut, il est inférieur à 20%. Dans des grandes collectivités, dans des grands États, on atteint parfois 90%, 100%. Le record, c'est le Japon avec 230% d'endettement. Mais pour la Polynésie, c'est difficile parce que dans le même temps, sur les 5 dernières années, les recettes fiscales et douanières ont baissé de 25 milliards. Donc, ce n'est pas une difficulté structurelle, ce n'est pas sur le montant, mais sur la capacité de remboursement de la Polynésie. Le remboursement annuel, capital et intérêt compris, c'est 15 milliards. Et le pays n'a quasiment plus les moyens de rembourser, de servir normalement le remboursement de sa dette. Et le deuxième point aussi qui est
problématique en matière de finances publiques, c'est l'état de ce qu'on appelle l'encours fournisseur, ce que le pays doit à ses fournisseurs, aux entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors, de ce qu'on entend, on serait aux alentours de 9-10 milliards. J'ai participé à une émission sur un média en début de semaine et les deux journalistes qui étaient là ont posé à 3 ou 4 reprises la question à Anthony Géros, donc notre vice-président, qui les 4 fois n'a pas répondu à la question. Et ça, c'est problématique parce que c'est quelque chose qui constitue aussi un risque majeur pour les entreprises. Moi, je suis chef d'entreprise aussi et j'avais une facture sur le pays que le pays a mis un peu plus de 11 mois à me payer. Bon, pour certaines entreprises qui dépendent beaucoup de la commande publique, ça peut être catastrophique et ça peut les conduire à fermer et à licencier. Votre première mesure maintenant, quelle serait-elle? Alors, si vous pouvez nous le dire. Il y en a tellement, enfin, on devra prendre tellement. La plus urgente. La plus urgente, en fin de compte, ce sera de discuter avec nos prêteurs. Et notamment ceux qui sont les prêteurs de la Polynésie depuis plusieurs décennies, notamment l'AFD, essayer de discuter, de ne plus se retrouver dans des situations où l'on doit tous les 3-4 mois discuter de lignes de trésorerie, d'emprunts supplémentaires, essayer de discuter avec ces prêteurs pour avoir une situation un peu plus claire sur la mandature et discuter d'un schéma global de financement des investissements publics sur 5 ans à négocier, éventuellement pas avec un seul prêteur, mais un ensemble de prêteurs qui seraient regroupés au sein d'un pool de financement. Est-il imaginable, comme en Grèce, que l'on puisse demander un effacement carrément d'une partie de notre dette? Est-ce que c'est imaginable ou est-ce que là, franchement, il ne faut pas rêver? À mon avis, il ne faut pas rêver. Franchement, les prêteurs sont des prêteurs publics ou qui fonctionnent en mode privé. Il y a l'AFD, il y a la succession de Dexia. Ce sont des emprunteurs qui opèrent sur les marchés classiques. L'endettement de la Polynésie n'est pas un endettement public. C'est pas une dette que l'on doit à l'État. C'est une dette que l'on doit à des banques. Et imaginer dans un contexte comme celui-ci que celle-ci accepterait d'effacer de la dette dans un contexte... Non, je pense que ce que l'État, ce que les prêteurs attendent, c'est que la Polynésie prenne des mesures non pas d'austérité budgétaire, mais de rigueur budgétaire. Faire en sorte, par une réforme fiscale adaptée, par une réduction des dépenses publiques, on arrive à plus de visibilité et que les prêteurs soient rassurés. Jusqu'à présent, la Polynésie a toujours remboursé, rubis sur l'ongle, toute la dette qu'elle a contractée par le passé. On ne souhaite pas que cela change. On souhaite être considéré par tous les prêteurs comme des clients solvables et à qui on peut faire confiance. Et c'est de ça que dépendra notre capacité à solliciter à nouveau des financements et à mettre en œuvre les grands projets d'investissement que nous souhaitons développer pour les 10-15 prochaines années. Parce que là aussi, la question de fond, comme on l'a déjà dit, c'est l'emploi. Et à moins qu'on m'explique de quelle manière autre que par l'investissement on peut créer des emplois, je pense que c'est la seule voie pour la Polynésie de sortir de cette crise par le haut. Alors beaucoup d'entreprises qui travaillent avec le territoire notamment se plaignent, vous en parliez à l'instant, donc des délais de paiement. Ce qui freine quand même l'économie, puisque qui dit une entreprise n'est pas vite payée est obligé de demander à la banque ne dit pas forcément, c'est toute une chaîne et pour finir, eh bien ils doivent licencier. Alors c'est tout un contexte économique, même si ce sont des micro-économies, mais c'est tout un contexte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, ça c'est une question qui émane des professionnels, des TPE comme des PME, tout simplement, une réforme peut-être administrative qui visant à faciliter les démarches, parce que c'est très compliqué. Il faut le CDE, il faut ceci, il faut cela, c'est très compliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas anticipation, c'est une question, surtout à vous qui êtes ministrable, certainement qu'à gérer ce côté-là, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement une mesure administrative beaucoup plus allégée, plus facile? Il y a deux choses effectivement là-dedans. Il y a déjà le fait que le pays paye avec autant de retard. Les entreprises qui parfois... Est-ce normal? C'est pas normal. Pourquoi? C'est clair. C'est pas normal parce que normalement les délais de paiement par la puissance publique sont cadrés réglementairement, se font à 30 jours fin du mois. Bon, ça dépend des contrats qui sont passés, ça dépend des marchés qui sont passés, mais on est en règle générale dans ces schémas-là. Et le pays ne paye pas parce qu'il a plus de sous. Il a plus de sous et donc c'est vrai que
On le voit depuis 5 ans, finalement, l'instrument de réserve de dernier recours de la puissance publique, dans ce contexte-là, ce sont les entreprises. Le fait de ne pas payer et de payer avec 6 mois, 9 mois, 1 an de retard, finalement, ça permet de se faire un peu de trésorerie sur le dos des entreprises. Et ça, effectivement, c'est pas normal. Donc, cette situation-là, normalement, dans le cas d'un budget correctement géré, ne doit pas arriver. Dans les années passées, vous n'aviez jamais de situation comme celle-là où des entreprises devaient être payées par le pays et voyaient leurs factures payées à 9 mois. Non, ça c'est vraiment une situation de difficulté, comme vous le disiez, qui vient en plus aggraver les difficultés ambiantes. Parce que ces entreprises qui ne sont pas payées, elles-mêmes ne payent pas leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et ainsi de suite. Que vous avez fait. Et donc ça, la solution de cette problématique, elle est liée à la capacité du pays à redresser ses comptes publics. C'est aussi simple que ça. Mais administrativement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Exactement. Voilà. La deuxième partie de la question, c'est effectivement l'ensemble des procédures administratives, des réglementations. Là aussi, finalement, il faut accepter de faire son autocritique aussi, publique. La Polynésie a, sur le plan réglementaire et sur le plan des procédures, finalement, pendant des années, fait du copier-coller avec la métropole. On n'a pas la même taille, 270 000 habitants et 60 millions d'habitants, c'est pas la même chose, avec en plus un contexte dans lequel l'État applique de plus en plus des réglementations européennes qui sont encore plus lourdes et plus complexes. Et pourtant, depuis 2004, la Polynésie, sur tous ces sujets-là, économiques, sociaux, environnementaux, culturels, a la possibilité vraiment d'innover, c'est le terme, et de mettre en place des réglementations plus simples, plus en rapport avec la réalité économique polynésienne. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu une paresse, il faut le dire aussi, intellectuelle là-dessus. C'est plus simple finalement d'aller chercher ce qui existe ailleurs et puis de ne pas passer énormément de temps à l'adapter au contexte et on arrive à cette situation. Ça concerne les réglementations mais aussi les procédures. Donc là, il y a un travail important qu'on va devoir mettre en œuvre. On en parle d'ailleurs sur la partie qui concerne la fonction publique, les pouvoirs publics au sens plus large. L'idée, c'est de réformer l'ensemble de l'administration, d'arriver d'une part à un interventionnisme qui soit moins marqué, parce que là aussi, dans un certain nombre de secteurs, le pays intervient un peu à tout bout de champ. Et ça n'est pas possible. Deuxièmement, sur les procédures, arriver à des choses qui soient plus courtes, plus réduites. Et on considère que pour y arriver, finalement, on a aujourd'hui un bel outil qui est l'outil numérique. Des études sur la réforme de la fonction publique, il y en a eu beaucoup. Il y a eu les assises de la fonction publique il y a un peu plus de 2 ans, avec un certain nombre de prescriptions. Est-ce qu'elles ont été appliquées? Non. Moi, je suis aussi un consommateur. Et comme vous, je voyage aussi, je vais à l'hôtel et de plus en plus, j'utilise les outils qui sont prévus pour juger de la qualité de la prestation pour laquelle j'ai payé. Et si je ne suis pas content de la prestation et si je ne suis pas content du service, je le dis au travers de ces outils et c'est quelque chose d'efficace parce que ça conduit finalement à ceux qui les proposent à être plus exigeants même envers eux-mêmes et à proposer un service de meilleure qualité. Moi, je souhaite qu'on applique aussi ces règles à la fonction publique au sens large. Pas uniquement l'administration, mais un certain nombre d'entités publiques aussi. Je pense à l'OPT, je pense à un certain nombre de GIE, d'entreprises semi-publiques, semi-privées, et de donner la possibilité à tous les usagers, dans un premier temps, de pouvoir jauger et juger de la qualité du service qui leur est rendu. Et ensuite, à partir de ça, améliorer les choses, oui, mais aussi, à mon avis, ça va passer par là. Donner plus de transparence à la procédure administrative. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous déposez, par exemple, un permis de construire? Au bout de X semaines, vous n'avez rien. Vous appelez la personne qui vous dit « Ah ben, on l'a transmise là ». Mais qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Vous n'allez jamais le savoir. Il y a finalement un anonymat administratif qui fait que personne n'est responsable de rien. Là aussi, je prends cet exemple, parce que ce sont des exemples qu'on utilise maintenant. Lorsque vous commandez quelque chose sur Internet, vous avez des outils de tracking qui vous permettent de savoir exactement où se situe votre colis, qui s'en occupe, qui l'a transmis, et de suivre finalement l'avancement de l'envoi.
dans le domaine administratif, là aussi, une des idées que nous souhaitons développer, c'est effectivement d'arriver à ce schéma dans lequel chaque agent, finalement, qui recevra une procédure ou qui sera chargé de mettre en place un dossier ou de suivre un dossier, indiquera et donc les usagers pourront constater ça et se plaindre si besoin en était. Alors Niho, déjà... C'est un peu long, je vais faire plus court. Alors déjà, pendant toutes ces années, on dit il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, d'agents dans les services. Maintenant, avec les réformes, avec les idées que vous émettez là à l'instant, il est question quand même d'une certaine compressibilité des services, c'est-à-dire moins de ministres, moins de ministères, donc évidemment forcément moins de personnel. Pensez que déjà avant il y avait beaucoup de monde et les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur. Vous pensez que avec ce que vous allez mettre en place, les résultats sont là? Il y a deux choses là-dedans aussi. On va devoir baisser les dépenses publiques et la grosse partie des dépenses publiques, c'est les dépenses de salaire de l'administration. Il y a deux manières de faire. On va devoir baisser ces dépenses. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est celle qui a été utilisée il n'y a pas longtemps. On demande à 100, 200, 300 ou 400 fonctionnaires de partir. On les paye cher. Et finalement, ceux qui partent sont ceux qui ont le plus d'expertise. Et on arrive à un sous-encadrement qui est déjà effectif de la fonction publique. Donc, c'est pas la bonne solution. La deuxième chose, c'est que ensuite, ces personnes-là sont finalement budgétairement imputées sur la PSG. Et donc, il n'y a pas d'économie puisque le pays est le financier de dernier ressort de la PSG. Nous, on considère que sur les 5 prochaines années, il devrait y avoir un peu plus de 10% de la fonction publique qui devra partir à la retraite naturellement. Donc l'idée, c'est pas une idée nouvelle, mais c'est de ne pas renouveler ces départs, sauf dans des cas particuliers, sur la santé dans les îles ou pour la sécurité des aéroports. Et deuxièmement, concernant l'efficacité de l'action administrative, je parlais d'outils numériques, d'outils informatiques. On va devoir rationaliser et être plus efficace dans l'administration, c'est sûr. En matière de grands travaux, Nouéao, votre chantier prioritaire est donc la reconstruction complète de l'aéroport de Tahiti-Faa, mais également celui de Bora Bora. Mais l'on ne sait toujours pas avec quel argent. Alors, le président Floss nous a beaucoup parlé de ce que Jacques Chirac lui avait dit à l'époque. Est-ce que l'engagement de l'État, est-ce qu'il est toujours au rendez-vous ? Ça faisait pas, enfin, indépendamment de ce qu'avait proposé Jacques Chirac, c'était un des points, une des propositions du président François Hollande. Lors de sa campagne en 2012. Et de ce point de vue-là, là aussi, on le dit, ça n'est pas un gadget. L'aéroport de Tahiti-Faa a été ouvert en 1952, il a plus de 51 ans. Lorsque vous parlez à des techniciens, ils vous disent eux-mêmes qu'il y a un vrai travail de fond à effectuer. C'est pas uniquement de repeindre les murs et d'ajouter un duty-free shop. Il y a un travail de fond. Moi, une anecdote assez récente, il y a eu un vol pour acheminer des touristes qui devaient prendre un paquebot de croisière. Il y avait un certain nombre de personnes handicapées. On n'a pas les systèmes de fingers qui permettent d'arriver au hall. Et finalement, plus d'une trentaine de passagers ont dû utiliser les containers qui sont relevés et qui servent à livrer le matériel dans l'avion. Donc, c'est pas possible. Sur ce point, je crois que tout le monde est d'accord, mais oui, entre les 12 ou 15 milliards dont parle Teva Rohfritsch et les 60 ou 80 milliards dont vous parlez, n'y a-t-il pas un juste milieu, en fait? C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Oui, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. En fait, quand Teva Rohfritsch dit 15 milliards, bon, il n'a pas la somme exacte lui-même, puisqu'il n'a pas un schéma de modernisation de l'aéroport déjà clairement établi. 60 milliards, c'était le schéma qui avait été effectivement imaginé par ADP International en 2004. Donc maintenant, le contexte, c'est vrai, a changé, les difficultés budgétaires sont là, y compris de la part de l'État, mais il y a une volonté aussi de l'État d'accompagner la Polynésie dans ces schémas qui sont vraiment des schémas productifs. Si on veut développer le tourisme avec un aéroport comme celui-là, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, est-ce à dire que vous irez voir, peut-être pas au lendemain, donc du 5 mai, mais dans les mois à venir, est-ce que vous irez voir François Hollande pour lui demander de tenir sa promesse de campagne, à savoir de rétrocéder et la gestion et le foncier de Tahiti-Faa à la Polynésie? Alors, allez voir François Hollande, c'est vrai que le président de la Polynésie sollicitera une audience au président de la République, c'est certain, comme il a toujours fait dans le cas des grands projets qui concernent l'État et la Polynésie.
Là aussi, on le répète, il y avait une relation affective forte entre Jacques Chirac et Gaston Flosse. Mais l'essentiel des avancées, notamment statutaires, ont été obtenues avec François Mitterrand, avec Georges Lemoyne, qui était un ministre socialiste. Donc, Gaston Flosse n'a jamais eu de difficulté à discuter avec l'État, quelle que soit la couleur politique de ceux qui occupaient les fonctions. Donc on ne peut pas parler de nostalgie des instances, hein, parce que c'est ce qui ressort des fois, non? Ben c'est l'argument de campagne qui nous est opposé. Bon, c'est une campagne électorale, chacun utilise les armes qu'il souhaite, mais factuellement, lorsqu'on regarde tout le travail gouvernemental qu'avait effectué Gaston Flosse à l'époque où il était président du pays, il a rencontré toutes les instances, quelles qu'elles soient. Et c'est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent un peu, Gaston Flosse, qui n'est pas dans la nostalgie, qui évolue. Il a bien compris la détresse sociale actuelle, il a bien compris la situation de difficulté budgétaire du pays et de l'État, donc il faut aller de l'avant. Vous affichez également le vœu d'abaisser le prix des billets d'avion. Là, on se demande bien, franchement, par quel miracle, avec un prix du baril de pétrole à 120, 130 $. Est-ce que c'est franchement réalisable, même si cela constitue une attente forte de la clientèle? Oui, c'est vrai. Et c'est le souhait de toute la population, effectivement, de voir les billets d'avion baisser. Il y a des facteurs de blocage absolu. Vous dites effectivement le baril du pétrole qui est aux alentours de 115 $, alors qu'il y a 8 ans, il était aux alentours pour le kérosène, aux alentours de 55 $. Donc là, c'est un changement majeur. Et on le voit d'ailleurs, les prix des billets d'avion ont considérablement augmenté. Par contre, on considère que si on regarde les chiffres concrètement, 75% des touristes qui viennent en Polynésie font des circuits dans les îles. Et Air Tahiti Nui a la possibilité de vendre la desserte internationale, mais a beaucoup plus de difficultés à proposer des prix sur le circuit domestique. Air Tahiti, qui est dans les mêmes difficultés, puisque la ligne Bora Bora, qui était la ligne qui lui permettait de dégager des bénéfices, a vu sa fréquentation baisser considérablement. Finalement, essaye aussi de proposer des prix plus élevés, de tirer son épingle du jeu. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a un vrai effort de synergie à faire entre les deux compagnies. On est une toute petite collectivité, on a deux compagnies, l'une internationale, l'une domestique. On va devoir trouver les moyens de faire fonctionner ces deux entités de manière plus lisse. Alors, on parle du second tour, mais en fait, quelque part, c'est plutôt le dernier tour. C'est le dernier virage. Est-ce que vous avez, en interne, est-ce que vous avez déjà pensé quelle sera votre première action? Mais je parle, vous, en tant que ministrable. Je l'ai dit, c'est pas très sexy, mais c'est vraiment de discuter, de négocier notre capacité d'emprunt sur les 5 prochaines années. Parce que c'est de ça dépendra le schéma d'investissement, la création d'emplois, le logement social, l'énergie. Enfin, tous les secteurs, tous les projets d'investissement que nous souhaitons mettre en place vont dépendre de notre capacité à les financer. On sait qu'en prenant des décisions, comme je le disais, de rigueur budgétaire, on va donner confiance à l'État, aux prêteurs. Donc c'est vraiment un élément majeur. Nous souhaitons prendre ces décisions le plus rapidement possible, avant même d'aller à Paris, parce qu'il faut faire les choses concrètement avant d'aller discuter, pas mendier comme j'ai entendu ça. Il y a toujours eu une discussion entre l'État et toutes ces collectivités. Et on va devoir prendre ces décisions concrètement et ensuite aller discuter sur cette base du partenariat économique qu'on va devoir tisser sur les 5 prochaines années, voire les 12 prochaines années. Alors je vous pose la question puisque face à vous, donc, vous avez un candidat qui, lui, sa première action, ça c'est plutôt le social. C'est-à-dire il faut mettre en place des réformes, il faut absolument, peut-être certainement en marge de la discussion avec l'État. Est-ce que vous vous inscrivez, cette fois-ci ce n'est pas que vous, mais le gouvernement dans son ensemble, dans ce pôle social, puisque c'est une misère que vous avez rencontrée quand même? On était même surpris parce que là, je fais référence toujours à ce débat qui a eu lieu il y a quelques jours. Nous, on est confrontés à cette détresse sociale. On la voit quand on fait nos réunions publiques. Mais pour financer ces dépenses sociales, ces amortisseurs sociaux, on a besoin d'avoir au préalable redressé la situation des finances publiques. Par exemple, juste donner un exemple concret pour terminer. Nous avons dit que nous souhaitons mettre en place un contrat d'accès à l'emploi. Ça coûte de l'argent, mais il nous semble que c'est la seule réponse immédiate qu'on peut donner à toute cette détresse. L'idée, c'est finalement d'avoir un contrat sur 2 ans, de faciliter finalement une vraie expérience professionnelle et à l'intérieur de ces 2 ans, donner la possibilité à ces publics en difficulté d'avoir une qualification professionnelle. Et la mise en place de ce schéma est la réponse immédiate à la détresse sociale. On entend d'autres candidats nous dire oui, il faut attendre que la reprise économique soit là et que les mesures soient prises au préalable, mais
on ne peut pas dire à 15 000 ou 20 000 personnes qui n'ont plus de revenus et qui ne peuvent plus se loger ou se nourrir, attendez que les chantiers soient mis en œuvre. C'est vrai que les deux doivent marcher simultanément, mais la question du financement de toutes ces mesures, elle est fondamentale. Faratea, le Tahoeraa persiste à vouloir en faire un port de pêche quand l'UPLD y voit plutôt une base de transit pour les porte-conteneurs. Alors, qui a raison, qui a tort ? Moi, j'ai travaillé plus de 3 ans à la direction du port autonome il y a quelques années et on avait travaillé sur ces dossiers. Et quand on voit finalement l'évolution des trafics à Papeete, il y a une nécessité de commencer à décentraliser, à répartir les flux. Faratea, c'est un vrai projet. Un vrai projet parce que non seulement pour les services qui vont être développés, une plateforme de services nautiques, de services aux navires. Notre proposition, c'est d'avoir aussi une industrie de transformation du poisson. Mais au-delà de tous ces projets qui pourront se développer à Faratea, c'est aussi pour nous la possibilité de véritablement valoriser la ZE. Parce qu'on en parle de cette ZE, de la ressource halieutique du poisson, mais on n'est pas en capacité de la surveiller à l'heure actuelle. Et finalement, depuis qu'il n'y a plus d'accord de pêche, un certain nombre d'équipages, on le sait, traversent notre ZE, pêchent dans notre ZE sans qu'il y ait quelques sanctions que ce soit. Nous, on dit qu'il faut travailler avec de vrais professionnels. La Polynésie n'a pas la capacité pour l'instant à exploiter elle-même cette ZE. Donc, passant des partenariats, comme c'était le cas il y a quelques années au travers des accords de pêche, discutons et faisons en sorte que ces partenaires viennent aussi s'installer en Polynésie, viennent aussi effectuer leur réparation navale en Polynésie, commencent à développer des industries de transformation. Et là, le partenariat sera gagnant-gagnant, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Quid de la circulation routière entre Papeete et Taravao? Bon, je ne veux pas revenir à Te Aranui, mais tôt ou tard, il va peut-être falloir élargir la route pour que l'on puisse se rendre à Taravao plus rapidement et non passer 1 heure dans les embouteillages. C'est une évidence. Et effectivement, le projet de voie rapide avait pesé pour beaucoup dans l'échec du Tahoeraa en 2004. Mais indépendamment de cette aléa politique, c'est une nécessité, effectivement. Nous souhaitons faire en sorte, d'autres le souhaitent aussi, mais vraiment de faire de Taravao le second pôle de développement économique de Polynésie. On entend ça depuis plus de 10 ans maintenant, mais imaginez que Taravao devienne un vrai pôle de développement économique sans avoir un accès rapide routier entre Papeete et Taravao, c'est complètement illusoire. Donc c'est pour ça que nous souhaitons développer cet axe, mais en partant de Taravao, en aménageant des zones qui sont déjà, pour lesquelles l'emprise foncière est déjà détenue par le pays, et finalement de recueillir l'assentiment des populations de manière progressive. Alors, pourquoi dites-vous que c'est illusoire ? Du fait que la presqu'île puisse devenir une seconde zone économique. Pourquoi ? C'est illusoire si on n'a pas un accès direct et rapide avec Papeete, parce que l'essentiel, quoi qu'on en dise, de l'activité économique, des services industriels, des services commerciaux sont encore basés à Papeete. Et si on souhaite développer Taravao, la question préalable sera de faciliter le trafic et les flux avec Papeete. Alors, mon confrère vous a posé les 2 bonnes questions et j'en ai une petite dernière concernant encore le volet social. On voit de plus en plus, d'année en année, Papeete est gangréné par ce qu'on dirait d'une manière péjorative les clochards c'est pas forcément de leur fait. Et on vous a certainement jamais posé la question en direct. Alors que pensez-vous faire pour ces personnes-là ? En dehors du grand côté social qui concerne toute la Polynésie, mais Papeete étant le poumon de la Polynésie, il faudrait peut-être aussi s'orienter sur cette piste. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des questions difficiles, parce que autant mettre en place des amortisseurs sociaux, mettre en place des dispositifs pour faciliter l'insertion des publics en difficulté, c'est un souhait et c'est une proposition que nous faisons et que nous allons mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a une partie grandissante de la population, et elle est visible à Papeete, des SDF, pour lesquels, au-delà de ces mesures, il va devoir y avoir une politique et une prise en charge à organiser avec ceux qui le font actuellement, parce que le père Christophe, oui, un certain nombre d'associations commencent
travaille depuis un certain nombre d'années sur ces sujets. Et là, je pense que les systèmes de soutien administratif ne seront pas opérants. Je pense qu'il va falloir mettre en place des structures, les accompagner, notamment avec l'associatif, parce que ce sont des personnes qui sont tellement sorties du système social, qu'il y a un travail vraiment de réappropriation à faire, et l'autorité administrative n'est pas en capacité de le faire seule. La machine administrative, en tout cas. Justement, j'allais y venir, puisque ce sont des associations qui s'en occupent et qui ont une perte de vitesse en termes d'action. Pourquoi ? Parce que tout simplement les subventions ont baissé, voire certaines complètement, mais réduites à peau de chagrin. Est-ce que si vous revenez au pouvoir, est-ce que vous allez réamorcer encore, réajuster les subventions ? Comment ça se passe ? Sans parler de clientélisme, mais en termes d'action sociale. Oui. C'est tout à fait ça. En le faisant, on sait qu'on peut être accusé de clientélisme, mais ce sont ces associations qui sont vraiment au contact, notamment les associations de quartier, où là, sont même des familles qui se regroupent et qui finalement arrivent, parce qu'elles sont concernées au premier chef, arrivent à changer les choses. En situation budgétaire difficile, les premiers budgets touchés sont les budgets des associations. C'est vrai. Et dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, c'est la santé dans les îles. On coupe ces budgets pour faire des économies. Et au final, on se retrouve avec des frais de déplacement et de transfert qui finalement ne sont plus des économies. Oui, là, effectivement, le financement des associations pour ce cas de figure, pour ces publics en difficulté, sera crucial. Dernière question, Nueo, avant de nous quitter. Dimanche soir, donc, on connaîtra le vainqueur donc, de ces territoriales. Le Taouera l'a déjà annoncé. S'il l'emporte, tout ira très vite. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner un petit peu comment ça va se passer donc, si le Taouera l'emporte, est-ce que l'on sait concrètement quand la première assemblée va se réunir et si le prochain gouvernement Taouera va être composé très rapidement? Comment ça va se passer? Oui, avant la fin du mois de mai, aux alentours du 18, du 16 ou du 18, pour la réunion de l'Assemblée, pour l'élection du président de l'Assemblée. Ensuite, l'élection des différents présidents des commissions. Il y a 11 commissions au total. Et rapidement, nous allons probablement, dès le début du mois de juin, planifier les différents textes, et notamment fiscaux. Je pense qu'on va devoir passer rapidement un collectif budgétaire, parce que le budget primitif était déjà quasiment insincère. Les modifications qui sont intervenues depuis le rendent encore plus insincère. On va devoir passer un collectif, je pense, rapidement, organiser le schéma législatif avec des mesures fiscales à passer rapidement, des mesures de réduction de la dépense. Et comme je le disais, véritablement prendre ces mesures avant de discuter avec Paris d'un schéma de développement sur les 5 prochaines années, voire les 12 prochaines années. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était Nueo Loré, le représentant donc, du Taouera, donc dans le cadre de ces territoriales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et maintenant, donc, nous allons passer donc, l'antenne à mon collègue Onotea qui a le plaisir donc, de recevoir le député Jonas Tawaitu.